Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France. On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Il est bon ton café, si tes huîtres sont si bonnes que ton café, bravo. Tout est bon. Mais j'exagère parce que je les connais. Et en plus, tu vois, je triche. Ah, attends, Ouais. On est au Jacquet, c'est ça? Ouais, Commune de Lège-Cap-Ferret. Commune de Lège-Cap-Ferret. En fait, il y a la presqu'île du Cap-Ferret, qui est une presqu'île nord-sud qui fait 25 km, Ouais. qui est entre le bassin et l'océan. Et là, on est au milieu de cette presqu'île. Et Arcachon, c'est là-bas. Arcachon, c'est en face. La sortie, c'est La là-bas. sortie, tu as le Cap-Ferret en face et tu as la dune du Pilat. Voilà, la sortie, c'est entre la dune du Pilat Voilà, et la qu'on pointe du aperçoit au Cap-Ferret, fond. là-bas qu'on voit, on dirait une falaise. Et le cul du bassin, c'est là-bas. Et là-bas, c'est Andernos. une autre partie du bassin, c'est l'Amazone du bassin. Donc il y a l'Ège qui est au fond, Arès, Andernos, Audange, et tous les villages se suivent. Et en face, tu as Gujan, La Teste et Arcachon. Et alors, ici, c'est un village d'ostréiculteurs, non? C'est un village, mais comme tous les petits villages de pêcheurs, tu sais que ces villages de pêcheurs, ils ont été créés sous Napoléon III parce qu'en fait, toute la presqu'île appartenait à un seul propriétaire à l'époque. Et donc, il n'y avait aucune place sur le domaine privé. Et les ostréiculteurs qui allaient sur leur parc à huîtres venaient à l'aviron ou à la rame. Et en 1890 ou 1900, tu vois, ça mettait beaucoup de temps pour venir. On mettait 3-4 heures. Donc, quand ils arrivaient sur leur zone de parc, le soir, ils échouaient leur bateau et ils dormaient dans leur bateau pour travailler pendant toute la semaine. Et ils ont commencé à monter des villages, des regroupements de huttes, de petites cabanes, de cabanons. Là, le propriétaire de l'époque a dit, écoutez, il y a des gens qui sont au bord de mes plages, puisque c'était à lui. Et là, sous Napoléon III, donc, le préfet a dit, on va développer l'ostréiculture, donc on autorise la création Donc de toi- groupements ostréicoles. Ouais. Toi, tu vis sur le domaine public. Voilà, on vit tout, je crois qu'il y a 450 maisons sur la presqu'île du Cap-Ferret. Si un milliardaire arrive et dit, moi, ça, je veux, Mais je mets 1 milliard sur la il table. peut mettre 2 ou Tu- 3, tu- à part boire un café et boire un coup de blanc, il ne se passe rien pour lui. C'est raté. Voilà, Je vous présente Joël Dupuche. Alors, Joël, bon, on va pas le cacher, c'est un ami, hein, et c'est une figure du bassin. On ne peut pas aller quelque part sans qu'il connaisse tout le monde et tout le monde le connaît. Il est ostréiculteur, on l'a vu au cinéma, hein, dans les petits mouchoirs, les le petits diaperson, mouchoirs, voilà, aussi plus récemment dans le sac de billes. le sac de billes. Ouais, Un ostréiculteur, acteur, quoi d'autre? Auteur, parce que j'ai écrit Auteur. un livre qui s'appelle Sur la vague du bonheur, qui Absolument. parle beaucoup du bassin d'Arcachon, qui Et est un- un espace et- magique. Et philosophe. Un peu quand même. Hein. Maintenant, je crois que c'est l'âge qui rend comme ça. Je crois que quand on avance en âge, d'abord on savoure beaucoup plus les bonheurs qu'on a. Ouais, Et on a eu des victoires et on a eu des défaites. ouais. Et on apprend des Et défaites. je crois effectivement qu'on apprend, on ne perd jamais, on apprend. Voilà. Ça fait quoi, Joël, de se réveiller tous les matins avec ça devant? Ben, On s'habitue ou on s'habitue jamais? ça rend philosophe, je crois que ça aide à rendre philosophe, ça aide à relativiser un peu tout, même quand tu as des emmerdes énormes, tu vois un lever de soleil, et d'un seul coup tu te dis, mais moi j'ai été servi, c'est-à-dire que j'ai eu mon cadeau. J'ai eu une journée de cadeau qui démarre sur quelque chose de beau. Après, je vais prendre mon café avec mes copains d'école dans le bistrot d'à côté. J'ai mon deuxième cadeau, parce que tous les jours, on me prend un fou rire. Ouais. Et quand tu démarres sur une journée en voyant du beau et du rire, tu peux avoir les pires emmerdes du monde derrière, tu les gères. Et- Bon, dis donc, je te quitte pas sans goûter tes huîtres. Hein. Mais c'est bien prévu, tu vas voir, on va manger la dose. Hein. Tu nous emmènes où, là? Tu t'arrêteras avant que j'ai fini d'ouvrir. Hein. Et là, on va prendre mon canot et puis on va aller faire...
On va aller faire la façade, donc la façade ouest de la côte norois, donc où il y a tous les villages de pêcheurs. Ouais. Tu vas voir un pays que j'aime et des gens que j'aime. À travers Donc, son voilà. regard exceptionnel. Allez, je te C'est suis. gentil. Allez, on y va. Bah, tu vois, Jacques, là, on quitte le village des Jacquets et Ouais. on va arriver dans un village qui est à 900 mètres plus loin, qui était un autre endroit de mouillage, justement, après ces travaux de parc à vitres, qui s'appelle le Petit Piquet, qui est un très bel endroit derrière la Pointe aux Chevaux, qui est l'endroit le plus près de l'île aux oiseaux de la côte norois. Et la légende dit que les chevaux traversaient à la nage de la Pointe aux Chevaux à l'île aux oiseaux, c'est pour ça que ça s'appelle la Pointe aux Chevaux. C'est vallonné un peu quand même ici, là, cette rive du bassin. En fait, à l'origine, il n'y avait que des vagues de dunes, mais comme le désert de Namibie, c'était des vagues de dunes qui se succédaient et qui rentraient dans le bassin. En fait, c'est du sable océanique qui est collé sur la côte. Quand il fait sec, que le vent l'amène ouais. derrière. Et en fait, il n'y avait aucune végétation ici. Il n'y avait que des dunes et c'était un pays extrêmement sauvage. Et il y a des cartes de 1700 et quelques où tu n'as que des dunes sur toute la presqu'île. Il n'y a pas une maison d'habitation. Qu'est-ce qui a fait le développement de cette presqu'île du Cap Ferret? L'ostréiculture. C'est l'ostréiculture. C'est l'ostréiculture. En fait, il y a eu deux gros axes de développement, surtout le bassin d'Arcachon. Ça a été la forêt, Oui. qui était La derrière sylviculture, alors. la sylviculture, les poteaux de mine et la résine. Oui. Et l'autre partie, ça a été l'ostréiculture. Et ce qui a sauvé le bassin en termes d'écologie, si on peut dire, à une période où ça n'existait pas, c'est que le pouvoir politique à l'époque était tenu uniquement par les forestiers et les ostréiculteurs, qui étaient des gens qui vivaient très bien. Et un paysan qui vend bien, il ne vend pas. Alors il y a une grosse allait bien. différence entre cette partie du bassin et l'autre en face. Oui, parce que l'autre partie du bassin était vraiment, d'abord, c'était vraiment des cités plus forestières à l'origine. Et c'était des gros bourgs. C'était des grosses villes. C'est Arcachon, Non, mais la Teste. Arcachon n'existait pas. Là, oui, la Teste. À l'époque, Teste. la Teste de Bûche couvrait une surface énorme, était la ville du capital de Bûche historiquement, et donc c'était le gros bourg. Andernos et Arès étaient des cités gallo-romaines, si tu veux, c'était les gros bourgs, les gens se regroupaient. quoi. Et C'est- Arcachon a germé comment? Arcachon, en fait, c'est une création des banquiers Pereire qui ont dit à la mairie de la Teste, si vous nous donnez, mais c'est vrai, ça a été fait sur une nappe qu'Arcachon a exposée chez eux, sur une nappe au restaurant, ils ont dit voilà, si vous nous donnez la pointe, on amène le chemin de fer et on crée des bains de mer. Et c'est pour ça que toute la partie Arcachon-Pilat est habitée par beaucoup de gens et des grosses maisons familiales du 16e arrondissement, 17e, Neuilly et Des beaux grosses quartiers parisiens. ouais, des grosses familles parisiennes. Parce que quand ils ont développé ça à cette époque-là, Ouais. ils ont fait mettre à tous leurs amis. Et tout le Évidemment. monde a participé. Mais ça a été comme La Baule, comme Deauville, comme Oui, Biarritz. après c'est devenu C'était- the place to be. Exactement. C'était- L'endroit où il fallait être. Et ça, c'était vraiment le Pilat Arcachon. Et l'Arcachon est créé en 1870, je crois. C'est assez récent Oui, finalement. c'est un siècle et demi. Je crois qu'ils ont fêté leurs 150 ans l'année dernière. Là, on navigue, mais je ne sais pas où tu vas. Je Là, sais pas où tu nous on emmènes. est à Piraillon et je vous amène chez une amie à moi qui a une exploitation et qui fait aussi formation pour les enfants, pour les écoles, qui explique l'ostréiculture, qui est une jeune femme qui n'est pas issue du milieu ostréicole et qui a fait ça avec passion et que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est Elle va vraiment... m'expliquer, alors. Elle va tout vous raconter. Elle va m'expliquer. Voilà, on va s'arrêter chez elle. C'est la cabane 57 que vous voyez là, qui est un endroit sublime. C'est vraiment un spot de rêve. Et donc on va s'accoster là et on va aller la voir. Bon Joël, on est chez Sylvie, alors tu Ouais. nous la présentes. Ben, Sylvie, c'est une ostréicultrice de Piraillon, qui est un très très beau village. Et Sylvie a créé une dégustation ici, tu vois, qui est dans un paradis. Regarde ça, c'est à l'abri du vent. Oui, il y a que des c'est- paradis, de c'est- toute façon, c'est non, ça. non, mais oui, mais c'est plus ce beau village. paradis. Ce village est vraiment assez splendide. Oui. Et Sylvie a la particularité de très bien connaître l'ostréiculture. Et en plus, elle le transmet beaucoup, puisqu'elle reçoit des écoles, elle explique l'ostréiculture à tout un tas de gens. Dame, Et- vous pouvez m'expliquer Oui, l'ostréiculture, mais c'est s'il exactement vous plaît. ça, et je trouve que c'est génial. Je peux le faire. J'écoute. L'ostréiculture, c'est un métier, mais c'est une passion surtout. Ouais. Donc, et c'est un mode de vie. Donc, on est lié au marais et on est lié à la mer. On ne
fait pas que son boulot. Qui rentre et qui sort dans le bassin. Exactement. Donc on est sur le rythme des marées. On va commencer la semaine en attaquant les marées à 8 h du matin et on finira la semaine en commençant les marées à 15 heures. 15 heures, ouais, voilà, à peu près. Voilà, à peu 5 près. heures du matin. Alors cette cabane 57, alors pourquoi 57, c'est son numéro? C'est le numéro cadastral au départ. Et donc quand je suis arrivée, toutes les cabanes avaient porté un joli nom romantique au bord de l'eau, les embruns, etc., l'océan. J'ai dit je vais casser ça, je vais laisser le numéro cadastral, des chiffres, ça va peut-être être plus parlant. Puis tout le monde s'est mis après à baptiser sa cabane avec le numéro cadastral. C'est un restaurant aussi? Non, c'est une dégustation. Alors il faut faire vraiment la différence. On est sur le domaine public maritime, donc un terrain qui appartient à l'État, qui est mis à disposition des ostréiculteurs et des producteurs, avec des droits et des devoirs. Et dans les droits, bien, on a le droit à faire une découverte de nos huîtres en dégustation, à condition de rester dans le cadre d'un arrêté préfectoral qui a été pris en 2011, je crois. Donc, limitant, mais pas un restaurant. Voilà, limitant les produits, limitant les heures, limitant la façon dont on fait les choses. Donc du coup, on ne peut pas parler de restauration. On est dans la dégustation. Dans la dégustation. Oui. Merci beaucoup Sylvie. Avec grand pour plaisir. cette petite leçon d'ostréicultrice. Oui, très courte. Merci beaucoup. Petite explication technique. Mathieu, je vous présente Mathieu Thomas. Quel est Mathieu et quel est Thomas? Mathieu Thomas. Et vous êtes ostréiculteur, à mon avis ça se voit, vous n'avez pas besoin de le dire. Ça s'appelle comment ici on est Joël? Ah, le canon. Ah c'est ça. Le canon et la camfouine. Et ça c'est le maître des lieux de la camfouine. Le canon et la camfouine. Voilà. Bon, d'accord. La camfouine c'est son établissement. D'accord. Vous faites ce tri, il faut m'expliquer parce que... Joël va prendre la parole. Bon, pendant qu'il bosse, tu commentes. Voilà. Tu fais le commentaire à la Léon-Zitrone. Voilà, il est en train de passer des huîtres qui ont 30 mois, 2 ans et demi à la louche. Elles ont peut-être 32 mois en fonction du captage. Oui. On ne peut pas les vendre encore. Alors il y a une partie de ces huîtres à 30 mois qui est vendable. C'est la partie qu'ils mettent là-bas, donc ils sont au-dessus du numéro 4. Oui. Et tout ce qui s'appelle du retour de triage, nous on appelle ça en termes professionnels du rebut, est replacé ici. Ensuite, ces huîtres vont repartir sur les parcs. Donc ces grosses vont repartir sur des parcs à l'engraissement et endurcissement. Elles vont se faire secouer par la mer, le sable, les embruns et l'oxygénation pour engraisser, alors qu'elles sont déjà bien grasses, on les a vues tout à l'heure. Et ceux-là vont être replacés, à mon sentiment, jusqu'au mois de septembre-octobre, à la louche. Cette huître-là va à peu près doubler en taille dans 10-12 mois. Et ça va faire une huître de très belle qualité, parce que c'est une huître qui aura 1 an de plus. Et les huîtres, c'est un peu comme la viande. C'est plus, si tu as des vaches un petit peu plus âgées, tu as de la viande qui est un petit peu plus persillée. J'ai pas d'huître, Tu n'as pas de vache et pas d'huître. Bon. Et bien alors, regarde, nous par exemple, tu vois, nous quand on était jeunes, on faisait la même taille et à peu près le même volume, sauf qu'on était moins persillés. C'est-à-dire qu'on a pris à peu près 25-30 kilos. Ces 25-30 kilos, c'est du gras et c'est de la matière. Et donc, valait mieux nous consommer aujourd'hui au four, si tu veux, ça serait plus goûteux que si on nous avait consommé à 18 ans. Elle est bien l'image, non? C'est explicatif, on comprend tout. Hein. En fait, l'huître, c'est un métier d'espérance. Parce que tu mets ça, non mais c'est vrai, tu mets ça et tu espères que dans 9 mois, ça va être sublime. Ouais. Et puis tu te prends une grosse tempête sur la gueule et puis tu as tout qui est dévasté. Et puis tout ce que tu as fait là... c'est un peu comme le vin, je ne dois pas dire. Hein. C'est mort, c'est exactement la même. C'est exactement la même, tu vois. Je pense que si on attend, demain ils sont encore au boulot. Hein. On va les goûter. Hein. On les goûte. Allez. Mathieu? C'est parti. Ça vaut le coup de faire une petite leçon d'ouverture d'huître parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de ceux qui regardent Terre de France aujourd'hui. Donc tu prends l'huître comme ça, le dessus et le dessous, alors c'est facile à reconnaître. Si déjà le gars n'y arrive pas, il faut qu'il arrête de manger des huîtres. Ensuite on prend l'huître comme ça, on voit bien qu'ici les deux coquilles se joignent à cette pointe là. Donc on suit la strate de jointure des deux coquilles. Et ici il y a le muscle, c'est-à-dire au 2 tiers supérieur, toujours à droite, on le voit ici, il y a le muscle qui tient l'huître fermée.
Et C'est où lui tu- qui tient où- les coquilles. Et tu le vois de l'extérieur? Mais tu le vois, c'est aux 2/3 supérieurs. Tu Ah vois, oui, c'est oui, toujours d'accord. pareil Pardon, ici. c'est toujours au même endroit. Donc, D'accord. avec ton couteau, tu mets tes mains comme ça, tu prends ton couteau avec la pointe bien abritée derrière le pouce, comme ça, et avec tes doigts, tu guides et tu te mets à la jointure de l'huître ici. Tu rentres le couteau légèrement en axe de manière à aller vers l'intérieur de la coquille. Le plus dur, c'est ça. Une fois que ça c'est fait, l'huître, elle est ouverte. Ensuite, tu bouges plus la main qui tient le couteau, tu bouges l'huître tout doucement. Tu bouges l'autre main. Et tu vas sentir à un moment que le couvercle il lâche, parce que tu es dans le muscle. Et quand il lâche, tu coupes, et là c'est fini, et tu as ton huître qui est nickel. Voilà, en place. Je ne sais pas le faire doucement, je suis désolé. Compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont des huîtres là-bas en studio, en plateau, mais ils ont à coup sûr des talents gourmands. C'est David, c'est Philippe, c'est Catherine aussi qui est avec eux à Lille. Bonjour. Mesdames, messieurs, madame, messieurs, c'est à vous pour vos talents gourmands cette semaine. Pas de huîtres. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Alors Jacques, nous, ce ne sont pas des huîtres que nous allons déguster, mais bien sûr, vous allez nous présenter des talents gourmands et j'ai l'impression qu'il va y avoir du chocolat. Il va y avoir de la sucrerie. Bonjour chère Catherine, bonjour ma chère Catherine. Philippe, bonjour David, alors je vous écoute. Eh bien écoutez, Talents gourmands. au Botin Gourmand, on est toujours aussi heureux. C'est David qui commence avec le chocolat. Le chocolat, je vous emmène à côté de Bayonne, à Cambo-les-Bains. C'est la chocolaterie Puyot-de-Bas. Son représentant, c'est Christophe Puyot-de-Bas. Bayonne et le chocolat, c'est une histoire Ouvrez ancienne. votre petite bouche, Catherine. Ça date d'il y a 4 siècles. Le chocolat est arrivé en France par Bayonne, par les contrebandiers basques. Voilà, les premières fèves de cacao sont arrivées, ont été travaillées. Au départ, c'était surtout de la boisson chaude à base de fèves. Et donc, Christophe Puyot-de-Bas, dans sa chocolaterie à Cambo-les-Bains, raconte toute l'histoire. Il la raconte aussi dans son livre qui s'appelle Au nom du chocolat. Et là, Philippe, tu veux bien nous montrer ce qu'il a fait. Il a fait les craquinettes. Alors déjà, David, le doigt a même la pâte à tartiner. La pâte à tartiner. Alors, elle est c'est pas raisonnable. Un délice. Non, un délice. exceptionnelle. Voilà, donc c'est vraiment une très belle boutique à Cambo-les-Bains. Il y a aussi un musée, il a créé une chocolaterie sympa musée ça, où il explique permet, un peu, voilà. tout le process de la fève de cacao à la création chocolatière. D'accord. Vous voyez un petit peu tout le process, c'est un magnifique musée. Donc en même temps que vous pouvez aller à la boutique, vous pouvez aussi découvrir l'histoire du chocolat. Et son livre est absolument super, très belle photo, 20 €, mais c'est un vrai Alors, petit ça s'appelle bijou. Au nom du chocolat. Voilà, on le voit bien. Puyot-des-Bas. Formidable. Alors Philippe, Allons au vous, restaurant, Philippe. Eh bien, on va aller au restaurant. Mon cher Max, notre cher réalisateur, s'il veut bien envoyer des belles images, des belles et alors réalisations. c'est dans quel coin les îles? Alors, c'est Laurent Coste. Son restaurant s'appelle le Bateau Lavoir. Nous sommes alors une petite ville qui s'appelle Le Bouscat. On est vraiment à 2 enjambées de Bordeaux. C'est sur l'eau. C'est quasi sur l'eau. Donc, notre cher Laurent Coste, il y a du lourd, hein, puisqu'il a appris notamment à travailler avec Jacques Maximin. D'accord. Jacques Maximin, pour David et moi, c'est notre dieu absolu. Quand on a appris son métier avec Jacques Maximin, on est un dieu pour toujours. Et puis après, je vous passe le détail de tout ce qu'il a fait. J'ai plutôt envie de vous parler du prix. On aime bien avoir le prix des choses. Et le menu Fresh Market du midi de Laurent est à 19 petits euros. Alors, 19, c'est une C'est somme déjà un prix, mais bon, encore une fois, on sait que ce sont des produits quand même exceptionnels. travaillés, C'est en plus, ça change tout le temps. C'est vraiment l'inspiration du chef en fonction du marché. D'accord. C'est des produits frais. Ou voilà, les produits frais. Des produits frais. Dans les spécialités de Laurent, on peut compter sur son tourneau d'eau de thon rouge foie gras. Ah, intéressant. Il doit être exceptionnel. Mais c'est sublime. Le turbotin entier grillé à la braise, parce qu'il adore ça. Béarnaise de coquillage écrasé de pommes de terre, beurre de girolles et pignons, un truc de dingue. Ses encornets frais à la plancha, il est très bon. Poivron doux confit, copeaux de légumes. Sa petite pomme strudel, pomme pignon figue est un délice aussi. Laurent Coste, le Bateau Lavoir, on et on adore. retrouve bien sûr toutes ces adresses sur le Botin Gourmand et le site de Terre de France. Et pour finir, je vais vous donner une petite adresse où dormir, hein, comme d'habitude. Volontiers, Catherine. Alors moi, je vais vous emmener à Lèche-Cap-Ferré. C'est les Yucca, ce sont des chambres d'hôtes. Il y a 2 chambres d'hôtes qui sont tenues par Jean-François et Marianne. Alors vous verrez, Marianne, elle est aux petits soins pour vous. Elle vous prépare un petit déjeuner
maison, tout est fait maison. Et puis si vous avez envie de crêpes, vous avez envie de gâteaux, elle vous demande la veille et elle fait tout pour vous. Et Jean-François, lui, vous donne les bonnes adresses pour faire des balades et aussi pour bien manger. Alors, je rappelle l'adresse, c'est au 37 avenue des Dragons. Il y a une piscine, il y a plein de choses, vous verrez. Vous passerez un agréable séjour. Donc pareil, allez-y, vous verrez. Vous ne regretterez pas. Super, chère Kat. À la semaine prochaine. Et comment Catherine. Au revoir, Catherine. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Pas me croire, mais on était en train de rentrer chez Joël quand chemin faisant, c'est comme ça qu'on dit dans les fables de La Fontaine, hein, quand chemin faisant, on a rencontré Emmanuel Martin, qui n'est autre que le patron du célèbre chantier du Bourdieu. Alors pour ceux qui aiment le bateau connaissent, hein, Bourdieu c'est connu, les Pinasses, ce bateau sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un peu, c'est du cousu, c'est de la haute couture. Vous faites alors. Et puis, j'ai pas dit, mais il y a le banc d'Arguin, célèbre banc d'Arguin devant nous, et la célèbre dune du Pilat juste derrière nous. Et là, on a jeté l'ancre en plein milieu, il n'y a personne. Le soir est en train de tomber, la lumière est exceptionnelle. C'est le paradis, quoi. Parlons un peu du chantier. Au départ, c'était les Pinasses ou les célèbres, alors, ou il y avait d'autres types de bateaux avant? Historiquement, c'était cette pinasse, oui, cette tilleule, ce bateau de... C'est quoi la pinasse, cette tilleule? Comme les chauvins, on va dire que pinasse, ça n'existe que ici, mais en fait, il y a une description, on trouve le mot pinasse, pas écrit pareil, mais au XIIIe siècle, mais le maçon du parc avait fait, on n'était pas un audit à l'époque, mais avait repéré et avait décrit la pinasse de la baie d'Arcachon. Voilà. 1727, je crois. Historiquement, c'est le bateau du bassin qui était un bateau de travail. Petite pêche. Voile et aviron. Oui. Donc on posait des filets, on pêchait à la drague, il y avait même des pinasses. Bateau en bois au départ? En bois. Et il est toujours en bois? En pin, pinasse aussi, pin des Landes. Pin, pinasse, pin, acacia et chêne. Chêne pour la quille, acacia pour les membrures et bordé en pin. Donc c'est très beau d'ailleurs, hein. Très fin, très élégant. Ah, c'est magnifique. Avec une casquette. C'est du travail d'orfèvre là aussi. Alors, c'est fait à la main. Il y a aujourd'hui, on va dire, 2 à 3 chantiers qui pérennisent l'esprit de la pinasse. Soit on mixe une coque en composite et un dessus en bois. Ce qui permet de baisser les coûts et d'avoir un très joli bateau. Soit c'est tout en bois et là c'est Soit c'est tout en bois comme celui-ci. Tout est en bois, la quille, les bordés, tout est en bois ici. Tout est en bois sur ce bateau-là. Voilà. C'est 4500 heures, un bateau comme ça de boulot. Vous avez remarqué que la dune du Pilat, vue d'ici, ça n'a rien à voir avec la vue qu'on a de l'autre côté quand on arrive par la route et qu'on la gravit, hein, parce qu'on peut la gravir. Il y a même des petites marches dans le sable. Il vaut mieux d'ailleurs parce que sinon c'est un peu dur. Voilà, merci, c'était Terre de France ici sur le bassin d'Arcachon. À bientôt, à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Juste avant de se quitter, voici le premier épisode de notre série sur les pièces de la monnaie de Paris. Et direction la Nouvelle-Aquitaine et le Pays Basque. On est sur la partie de réhabilitation des quais de Bordeaux que l'on appelle la plaine des sports. Ils sont en train de faire de jouer à la pala, la chistera. On est en Nouvelle-Aquitaine et le Pays Basque fait partie intégrante de cette région et c'est emblématique. Et c'était tout à fait normal qu'il y ait un fronton sur la plaine des sports à Bordeaux. Il y a une chistera, notamment sur une des faces, avec 2 hommes qui sont en train de se confronter sur leur puissance musculaire. Et tu en as un qui a un béret, oui, on peut reconnaître un basque, et l'écume d'une vague qui fait penser au surf. Et pour réaliser cette collection de pièces de 10 € en argent 333 millième, la monnaie de Paris a fait appel au célèbre créateur Jean-Paul Gaultier. C'est bien vu de reprendre l'image de Gaultier qui est un marin, qui est à droite en train de se confronter avec le côté de l'image traditionnelle que l'on a du basque avec le béret.
faut aller au Pays Basque, il faut découvrir ces gens-là. Ils ont du caractère. On retrouve le rocher de la Vierge, la côte basque, avec l'écume sur la vague. Le point de vue de Jean-Paul Gaultier sur le Pays Basque, c'est plutôt bien vu. Des pièces de monnaie à collectionner ou à offrir à retrouver dans vos bureaux de poste et chez les buralistes participant à l'opération. Toutes les informations sur le site de la Monnaie de Paris. Dans le prochain épisode, direction la Provence rayonnante. Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France.